Je suis aux États-Unis, à Washington, D.C., la ville où siège le gouvernement et où exercent 30 000 avocats. Waouh! En langue des signes américaine, on signe avocat comme ça. Alors, y a-t-il des avocats sourds? Oui, environ 250 sur tout le territoire américain et 50 d'entre eux signent. Mais comment se fait-il qu'ils soient si nombreux? Pour en savoir plus, je vais les rencontrer. Comme je suis devant la célèbre Maison Blanche et que le poste de réceptionniste y est tenu par une jeune femme sourde, je vais la voir. Hello? Hello! Bienvenue, je suis ravie de te voir ici. Moi aussi, enchanté de te rencontrer. Je suis Laurent Vallot. Et moi, Léa Katz-Hernandez. D'accord. Je t'en prie. Ça, c'est l'allée des colonnes. On l'appelle aussi la traversée en 45 secondes. Le président l'emprunte pour se rendre de son domicile au bureau ovale, qui se trouve ici. Voici le bureau ovale. Le fameux bureau du président. C'est là qu'il travaille tous les jours. Je vous laisse imaginer ce qui s'y passe. Au fait, tu as fait bon voyage? Ça s'est très bien passé, oui, merci. J'en suis très heureuse. Je t'en prie, installe-toi. Merci. Tu travailles ici à la réception. En quoi ça consiste? Je travaille dans l'aile ouest de la Maison Blanche. J'accueille les personnalités qui viennent de l'étranger. Je suis heureuse de leur montrer que des sourds travaillent ici. Et je suis ravie de leur faire découvrir la Maison Blanche, de leur présenter le président des États-Unis, M. Obama, pour lequel j'ai un grand respect. Et les entendants, ils sont étonnés d'être accueillis par une personne sourde à la réception? Quelle est leur réaction? Les personnes qui se rendent dans l'aile ouest de la Maison Blanche ont toutes une réaction positive, même si elles semblent étonnées au départ. Et c'est bien qu'elles voient par elles-mêmes que les personnes sourdes et handicapées travaillent comme tout le monde ici. C'est important. Tu es la première personne sourde à travailler ici, ou il y en a eu d'autres avant toi? Il y a eu une femme avant moi, Claudia Gordon. Elle est avocate et a travaillé sur la question du handicap. Elle est afro-américaine. J'ai beaucoup de respect pour elle. C'est une grande dame et un modèle pour beaucoup d'entre nous. Claudia est avocate. Elle travaille pour le gouvernement américain depuis 2004. En 2013, elle est la première avocate sourde à entrer à la Maison-Blanche. Pendant une année, elle y conseille le président Obama sur les questions liées au handicap. Aujourd'hui, elle est au ministère du Travail, en charge de faire respecter l'égalité des chances en matière d'emploi. Je suis ravi de pouvoir l'interviewer. J'aimerais que tu me racontes brièvement ton enfance et le chemin que tu as parcouru pour devenir avocate. Je suis née sur l'île de la Jamaïque, dans les Caraïbes. Une île magnifique, si vous avez l'occasion d'y aller. Je suis née entendante et je suis devenue sourde à l'âge de 8 ans. Je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé comme ça en une nuit. J'ai eu une très belle enfance, très simple. J'ai grandi à la campagne. Dans mon souvenir, à l'époque, je ne manquais de rien. Aujourd'hui, je réalise que nous étions pauvres, mais on ne le savait pas. On n'avait jamais vécu autrement.
On ne rêvait pas d'avoir la télévision ou un vélo, on ne connaissait pas tout ça. C'était une vie très simple. Par contre, quand je suis devenue sourde, là, c'est devenu très dur. Parce qu'en Jamaïque, il n'y a pas de loi comme l'ADA, Americans with Disabilities Act. Pas de droit civique pour protéger les personnes handicapées. Ça a été un dur combat. Beaucoup de choses sont interdites aux sourds là-bas. La société porte un regard dévalorisant sur les handicapés. Il a fallu que je me batte. Heureusement, j'ai pu emménager ici, aux États-Unis, le pays des opportunités. Petite, tu te voyais déjà avocate? Je n'y pensais pas quand j'étais enfant. Mais avec l'âge et l'expérience, les épreuves de la vie, la discrimination, parce que les sourds aussi en sont victimes, j'ai commencé à y penser. Je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour me permettre de changer la société, de la rendre plus inclusive et plus accessible aux personnes handicapées. At the tone, please record your message. Hi, Taryn. It's me, Claudia. I'm just giving you a call back for one quick thing. Will you check your phone, too? It's no big deal, no pressure. You don't have to come up. But if you are able, then great. We'll be wrapping up soon, though. All right, thanks. Bye. J'ai été diplômée de l'école de droit en 2000. Ça fait donc 16 ans maintenant que je travaille en tant qu'avocate. J'ai commencé à l'Association nationale des sourds, la NAD, ce qui m'a permis de pratiquer le droit avec des clients et de donner aussi des conseils juridiques aux personnes sourdes et malentendantes. Travailler maintenant au sein du gouvernement me permet de pouvoir changer de l'intérieur la politique, la loi, les règles qui impactent la vie des personnes avec handicap. Je fais toujours du conseil, mais de l'intérieur, au sein du gouvernement. En 88, un mouvement étudiant a permis la nomination d'un président sourd à l'Université des sourds de Gallaudet. Cette action a fait partie d'un mouvement plus large en faveur des droits des personnes handicapées. United! United we stand, united we fall! En 1988, il y a eu cette révolte à Gallaudet. Tu en étais le meneur. Et puis s'en est suivi l'adoption de l'ADA, la loi qui protège les personnes handicapées. Est-ce que votre contestation a participé à l'arrivée de cette loi? Oui. Des membres du Congrès ont eu vent de ce qui se passait à Gallaudet. Ils se sont penchés sur le problème et se sont alors rendus compte que la société ne s'imposait aucune obligation envers les handicapés. Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec le Congrès. L'ADA est un peu l'équivalent du Civil Rights de 1964. Jusque-là, les Noirs étaient discriminés par les Blancs. Et donc, ils ont réclamé l'égalité des droits. Ils voulaient les mêmes droits que les Blancs. L'ADA reprend les mêmes principes. C'est l'égalité des droits pour les personnes handicapées. C'est la même idée. Et finalement, cette loi a été ratifiée sous le gouvernement Bush, en 1990. Tu travailles comme avocat. L'ADA t'aide en termes d'accessibilité. Du coup, pour communiquer, tu passes plutôt par des interprètes ou par écrit, par mail? Quel est le moyen que tu utilises le plus? L'ADA a énormément apporté, surtout avec les centres relais téléphoniques. Ce service m'a permis de ne plus dépendre de quiconque pour téléphoner. Je suis complètement autonome. Je peux appeler par le biais d'un interprète pour une réunion ou pour ma vie privée. Je suis totalement indépendant.
Avant l'ADA, il y avait des avocats sourds. Mais à partir du moment où la loi a été adoptée, ça a permis d'attirer davantage l'attention de la société sur les droits des personnes avec handicap, de se focaliser sur eux, d'apporter de nouvelles perspectives, d'ouvrir de nouvelles voies. Ça a permis de comprendre le sens d'une véritable inclusion, d'une vraie accessibilité. Comment aider réellement les personnes handicapées. L'ADA a été une aide réelle. Elle a permis d'élever le niveau, de répondre à des attentes. Grâce à la loi, la société comprend mieux comment nous inclure. Un avocat peut travailler dans différents domaines. Pour le gouvernement, pour une association, une entreprise privée, ou encore un cabinet libéral, ou même dans les tribunaux. Et en fonction des affaires, il peut être amené à plaider jusqu'à la plus haute instance, la Cour suprême. C'est beau tout ça. C'est vrai que c'est beau. Il y a eu un grand événement le 19 avril dernier. 12 avocats sourds, oui, 12, ont été assermentés. Formidable. Et tu étais chargé du discours de présentation. Tu te rappelles? J'aimerais bien que tu montes des images. Attends, je suis désolé. Ma langue des signes n'est pas très bonne. J'ai grandi dans l'oralisme. J'ai toujours parlé et je ne maîtrise pas très bien la langue des signes. C'est bon. Ça ne t'ennuie pas si je parle? Ça va. Merci. Je te les montre. Yes, sure. So this is the way it went down. So when it was my turn to move for the admission of the deaf lawyers, I got up and I went up to the lectern, and the justices, 9 justices, were up there, and I said to the Chief Justice, Mr. Chief Justice, may you please accept these 12 lawyers to become members of the Supreme Court? They possess all the necessary qualifications. Ordinarily, the Chief Justice will say with his voice, the motion is granted. This time, he used sign language, American Sign Language, to say, the motion is granted, welcome. And it was a big thrill. It was a big thrill for him to use sign language to welcome the 12 lawyers, 12 deaf lawyers to the Supreme Court's bar. It was a big thrill. It was really nice for him to do that. Petit, tu rêvais déjà d'être avocat? So when you were a kid, did you dream about becoming a lawyer? Growing up, I always liked to argue, and I never believed in placing limits for myself. I was thinking about going to law school, and the college admissions director said, that's very interesting, because I remember reading an article recently that there were only 8 deaf lawyers in the United States. And I thought, only 8? That's very, very low. We definitely need more deaf lawyers out there. That's when I decided I was definitively I was determined to become a deaf lawyer. It's okay? Okay? Yeah, good. All right. May it please the court, John Stanton for the respondent. I believe Judge Thomas and Judge Christian were correct that with getting to the point that the letter is substantial evidence. So when it's time to argue, we come and one side will sit at that table. Usually I will sit at this table, and I'll have a computer screen, and a courtroom reporter will be steno captioning, typing everything onto the computer screen for me to read along, because when opposing counsel, when he's arguing, I can only see the back of his or her head. I can't lip read him, so I won't be able to tell what he or she is saying. And when it's my turn to argue, I go up
And the computer screeners will be right here, and I will make my argument to the judges. Everything that person said is nonsense. Hopefully the judges find it convincing, and then I sit down, and then the other side will get a chance to reply, and again, I'll follow along with that, and we wait for the decision, and hopefully it's in my favor. By and large, I do believe that there is value in showing society that we can do all types of law, that we can do criminal law, that we can do antitrust law, intellectual property, immigration, environmental law, rather than just service deaf clients. Daddy's home! Hey! How are you? Doing great. Charlotte! Elizabeth, Annabelle, how are you? Cheers. Dans ton expérience d'avocate au cours de toutes ces années, est-ce qu'un événement t'a particulièrement marqué? Plusieurs choses m'ont marqué. Mais un événement particulièrement affreux est resté gravé dans mon esprit. C'est l'ouragan Katrina qui a frappé la Nouvelle-Orléans. Tout était inondé. Les gens avaient perdu leur maison. C'était vraiment horrible. Pour nous, aux États-Unis, ça a été une terrible catastrophe naturelle. À cette époque, je travaillais pour le département de la sécurité intérieure en tant que conseillère politique principale. Et j'ai été envoyée sur place, à la Nouvelle-Orléans. J'étais vraiment sur le terrain pour conseiller les personnes handicapées qui avaient perdu leur domicile et qui se retrouvaient dans un abri. Je devais m'assurer qu'on répondait à leurs besoins. Je me souviens que dans les abris, les sourds ne pouvaient pas avoir accès aux informations données par les haut-parleurs. Ils rataient donc beaucoup de renseignements importants, comme savoir où se rendre pour obtenir l'aide de la Croix-Rouge, comment remplir les documents pour avoir droit à des allocations, des aides au logement. Et il n'y avait pas d'interprète dans ces abris. Ça veut dire que je suis passée d'un travail administratif, dans un bureau, à un travail concret, à échanger sur le terrain en temps réel. Je négociais avec des individus, avec le gouvernement. Je tentais de faire le lien entre les deux. Tous les jours, j'étais avec eux, au milieu de cette catastrophe. Okay. Peyton, do you want to sit? Yeah. I'm Tawny Holmes, and I am the Education and Policy Attorney with the National Association of the Deaf. So I've worked with Claire for quite a while, and it's nice that we've had such a wonderful ongoing relationship. I'll give you my business card in case there's anything you need. You have my contact information. Tony est avocate. Elle travaille pour la NAD, l'Association nationale des sourds, et fait du lobbying auprès du gouvernement pour ce qui est de l'éducation des enfants sourds et de la langue des signes comme priorité. Elle y est justement. Early intervention is very important, right? Deaf children, especially babies, need language at a very young age, and parents are critical to that. So what do you think we could do to get that out from stalling in the Senate? Oh, hi there. Can I come in and join you? Yeah, sure. Come on in. So I know that it is so important that deaf babies get language immediately. One other thing that I'd like to talk about with you today, I'm working on a memo to the President of the United States, trying to recognize ASL as a language. Yeah.
Great, thanks. Thank you. Tu as obtenu ton diplôme à l'université, tu es devenue avocate et tout de suite après, tu as intégré la NAD. Ça fait maintenant 3 ans que tu y travailles. Quelle évolution as-tu constatée? À l'université déjà, je voulais absolument travailler pour la NAD. C'est pour ça que j'ai fait des études d'avocate. Dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai intégré l'association et c'est là que j'ai découvert l'ampleur des problèmes. Aux États-Unis, depuis quelque temps, les sourds étaient de plus en plus scolarisés en intégration. Du coup, les effectifs diminuaient dans les écoles de sourds et elles fermaient. Et il s'agissait d'intégration individuelle et non groupée. Les sourds se retrouvaient seuls et dispersés au milieu d'entendants. Dans ce cas, ils ne peuvent pas se construire une identité. Ils ne sont pas dans leur culture. Ils ne connaissent pas la communauté sourde, ils se construisent comme des entendants. Pour ne pas que ces problèmes se généralisent, il a fallu agir tout de suite. Tu travailles ici depuis 3 ans. Est-ce que tu pourrais me parler de vos projets? La NAD fait des interventions de plus en plus nombreuses. On se rend dans les prisons, les hôpitaux, dans tous les endroits où les sourds rencontrent des obstacles. En multipliant nos actions, par notre présence, nous réussissons à faire tomber les barrières. Ça rassure les sourds, ça les motive de voir que la NAD est là. Par ailleurs, nous soutenons aussi d'autres avocats sourds dans leurs interventions. Nous militons, nous sensibilisons. Nous faisons en sorte d'attirer l'attention sur nous et notre succès est de plus en plus grand. Nous montrons que les sourds sont capables. Je me rends dans des écoles, j'interviens, je fais des conférences, de la sensibilisation auprès de jeunes enfants. Et je me souviens d'une intervention auprès de filles et de garçons âgés de 7 ans qui m'ont d'abord demandé comment je m'appelais. Je leur ai répondu. Ensuite, ils m'ont demandé quel était mon travail. Lorsque je leur ai dit que j'étais avocate, ils ont fait « Quoi ? Avocate ?» Ils n'en revenaient pas. En Europe, on s'imagine que les États-Unis sont très en avance. Nous, on rencontre beaucoup de problèmes, mais finalement, vous aussi. Tout à fait. Ici, on voudrait que l'État reconnaisse la langue des signes comme une langue à part entière, comme c'est le cas dans d'autres pays. Aux États-Unis, on a pris du retard là-dessus, et on continue à se battre pour une reconnaissance légale de la langue des signes par l'État. Si elle l'était, les professeurs auraient plus de mal à ignorer son usage. So if you remember, the way we ended last class is we didn't get through all of the reading assignment. So I want to pick up where we left off. Hinduism, Buddhism, great similarities, but a notable difference that's relevant to anyone from a Christian background is Buddhism has a figure. Wendy a 19 ans, c'est une toute jeune étudiante. Elle est en année préparatoire avant d'entrer à l'université de droit pour un cursus de 3 ans. Elle se destine à être avocate. Okay, so I like what you just said, and I agree with it a lot. It's about choice, and I think it's also about perception. I think those two are different yet very similar. Right. And the way we look at them makes a difference in how we go about breaking through the suffering and finding happiness. Right. I took from that a very interesting new perception. Yes, well, thank you. Tu souhaites devenir avocate, c'est ça? Oui. En fait, mon petit frère est autiste. On est sourds tous les deux, mais on n'a pas eu le même parcours. Pour lui, ça a été plus difficile. Il a dû se battre. Il y avait beaucoup de choses auxquelles il n'avait pas accès, et je trouvais que ce n'était pas juste. C'est pour ça que j'ai voulu devenir avocate, pour essayer de changer les lois, pour qu'on ait les mêmes droits. Somebody asked last class how much of this is historically documentable. Yeah, so you didn't. I did a little bit, and luckily, what I said was not too far off the mark. So yes, so there are these texts. J'ai vu qu'en classe, tu as un interprète et un sténotypiste. Tu as de la chance. Mais qui finance tout ça? C'est l'université qui finance les deux, car en ce moment, on est en période de test. Mais à terme, je ne pourrai en garder qu'un seul. Avant, j'étais dans une école pour sourds. Je communiquais directement avec mes profs. C'était facile.
Maintenant, je dois passer par un interprète. C'est un défi. Cette année, j'ai appris beaucoup. Ça a été très dur. J'ai dû m'accrocher. Maintenant, ça va. Je suis heureuse de découvrir un nouvel environnement, de nouvelles personnes. Même si je suis la seule sourde, j'apprends beaucoup. Au collège, j'étais avec des sourds. Maintenant, je suis avec des entendants. Mais finalement, c'est bien. Les sourds américains ont la chance d'avoir une loi pour eux, l'ADA. Grâce à elle, les moyens de communication doivent être accessibles à tous et permettre ainsi d'accéder à tous les métiers. C'est pour ça que les avocats sourds sont aussi nombreux ici. En Europe, ils ne sont que 4 ou 5. Alors c'est à nous de bouger, de faire pression sur le gouvernement, de faire changer les lois pour améliorer la situation. Alors, yes we can.